Suavelo à Minorix, Suavelo. Alors les amis, aujourd'hui nous sommes à un endroit exceptionnel. Le dernier lieu de bataille des Gaulois contre les Romains. Et non, ce n'était pas à Alésia avec Vercingétorix, c'était bien après. Et je vais vous expliquer tout cela. Nous sommes dans un lieu extraordinaire, une très grande bataille qui s'est passée entre les Romains et les Gaulois. Et nous sommes exactement à Uxellodunum. Uxellodunum les amis, je vais vous montrer ça. Merci à toutes les autorités qui nous ont ouvert ces portes. Et nous allons même, juste après, aller dans des beaux souterrains. Allez les amis, à tout de suite. Je rappelle également que la bataille a eu en l'an 51, avant Jésus-Christ ici. Le peuple des Cadurques les amis, qui a donné le nom de la ville de Cahors. Et Suavelo les amis, recoucou. Et bien nous sommes aujourd'hui en compagnie de Roger, donc le président, actuellement le président donc, de l'association de gérance du site d'Uxellodunum. Président de l'association des Amis d'Uxellodunum qui a la gestion du site. Le site appartient à Covador et nous sommes là pour essayer de le faire découvrir, de le faire connaître au maximum. Voilà, heureusement les amis encore que nous avons encore beaucoup d'associations ici aujourd'hui en France qui se donnent de leur temps, et généralement gratuitement, pour pouvoir évidemment vous faire connaître une grande partie de notre histoire. Merci Roger d'avoir pris le temps de pouvoir m'accepter et m'accueillir aujourd'hui sur ce site. Merci à vous d'être venu nous venir et faire valoriser ce site qu'on espère qui est un site qui mérite d'être valorisé. Et vous allez entendre ça dans la suite de la vidéo les amis. Vous ne vous attendez pas du tout évidemment à ce genre de renseignements et tout ce que vous allez découvrir très prochainement. Mais je vous promets, restez là, surtout les amateurs d'Astérix Obélix, restez là, car ce site Uxellodunum, pour bien reprendre, a été clairement inspiré de la BD Uderzo et Goscinny, Astérix Obélix les amis. N'hésitez pas à suivre cela, c'est en direct, enfin quasiment en direct pour vous en tout cas, et la suite, et dès maintenant. Et maintenant les amis, nous allons faire le tour de la guérite et vous présenter une certaine reconstitution qui est faite pour le site. Restez là, vous allez voir. Et toujours en compagnie de Roger. A tout de suite. De retour les amis, avec Roger, qui va vous présenter pas mal d'objets de reconstitution. Pour les amateurs de Gaulois, voire gallo-romains, ça va beaucoup vous intéresser. Alors Roger, qu'est-ce qu'on peut présenter aujourd'hui? On va commencer peut-être par les images que l'on a souvent du légionnaire romain. Hein. Quand on parle de légionnaire romain, on pense bien sûr au légionnaire qui est présenté dans Astérix. Hein. Par contre, ce type de légionnaire n'existait pas à l'époque de la bataille d'Uxellodunum. Cette tenue ne correspond pas à celle qu'ont utilisée les Romains au moment de la bataille. Les Romains, ils utilisaient en fait à cette période-là ce type de protection qu'on appelle la lorica amata, qui est une sorte de cotte de maille, hein, qui est beaucoup plus compliquée à faire et beaucoup plus longue, parce qu'à l'époque le métal est rare, hein, mais cette cotte de maille qu'ils utilisaient, et sensiblement c'est la même qu'utilisaient les Gaulois. Voyez. Voilà, elle était utilisée aussi bien par les Gaulois que par les Romains. Voilà. Après, eh bien, à partir du 1er siècle, à partir d'Auguste, on utilisera la lorica segmentata. Ça permet d'avoir davantage de légionnaires. C'est beaucoup plus rapide pour la fabriquer, mais ça présente aussi pas mal d'inconvénients. À cause justement entre autres des lanières de cuir qui, avec la transpiration, finissent par lâcher, et quand vous perdez un côté, vous êtes beaucoup moins efficace. Je veux dire, voilà, vous avez entendu les amis, c'est exceptionnel. Voilà, alors après, ici on va voir quelques photographies. Alors Roger, qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors ça, ce sont les chaussures utilisées par les Romains, ce sont des caligae. Les caligae, en définitive, dessous les caligae, alors ceux-ci, c'est des caligae modernes, hein, parce que celles qui étaient utilisées réellement par les Romains, il y avait des clous de sandales en dessous, qui étaient beaucoup plus importants que cela, mais aujourd'hui ce serait très difficile à porter. Et ces caligae permettaient bien sûr de se déplacer en gros sur tous les terrains et quelles que soient les conditions, parce que donc ça permettait, c'était un peu comme des crampons de rugby en définitive. Ah oui. Voilà, ça permettait d'avoir de l'adhérence, et ce qui donnait un avantage dans le déplacement, bien sûr, aux légions romaines, parce que du coup elles avaient cette stabilité que n'avaient pas toujours les autres, les Gaulois en particulier. Très très intéressant.
Ensuite, voilà. Alors ici on a des mines antipersonnelles. Hein. En fait, ce sont des stimuli. C'est un petit ensemble de stimuli, hein, comme ceci également, qui étaient utilisés. On pourrait considérer ça comme des mines antipersonnelles. En définitive, on pouvait planter ceci dans un morceau de bois, hein, ou dans le sol, et on recouvrait avec de la mousse ou dans un trou. Et bien sûr, quand vous arriviez, si vous mettiez le pied dessus, vous étiez naturellement immobilisé, et puis comme à cette époque-là la médecine c'est compliqué, et si vous avez le pied transpercé, vous êtes en fait vous êtes hors service, quoi. Tout à fait. Voilà les premières mines antipersonnelles, les amis. Ce sont les premières mines antipersonnelles. Voilà. Alors après, bon, ce sont des instruments qui servaient ici, du matériel qui servait en particulier pour la construction des camps. Alors ici c'est la dolabre. La dolabre, en fait, c'est une hache qui fait hache d'un côté, hache pioche. Impressionnant. C'est la hache pioche, la dolabre. C'est du matériel reconstitué, je le précise. Reconstitué d'ailleurs par un monsieur qui s'appelait Pascal Lavaux, qui était le dernier taillandier de France. D'accord. Voilà. Et pour être au top chez les Romains, bien sûr, il faut s'entraîner. Et on s'entraîne avec du matériel, bien sûr, on ne va pas s'entraîner avec du véritable épée ou glaive. On s'entraîne avec des glaives en bois de façon à ne pas se blesser ou se blesser le moins possible. Ce qu'on appelle, les amis, un gladius. Un gladius, tout à fait. Ici, ça c'est le tranche-monte. Le tranche-monte, il était utilisé quand on construit un camp. Le tranche-monte, il est utilisé pour découper les mottes de terre. Et ces mottes de terre, quand on creusait le fossé, on les mettait sur un côté du fossé, de façon à rendre, si un assaillant venait à vouloir pénétrer à l'intérieur du camp, lorsqu'il mettait le pied sur là, et bien sûr il glissait et il était déstabilisé, ce qui le fragilisait considérablement. Très très malin, effectivement. Voilà. Alors voici, voilà le fameux armement, l'arme romaine par excellence, le pilum. Le fameux pilum, les amis, regardez. Alors le pilum. Alors le pilum, c'est quand même une arme assez extraordinaire parce que c'est une arme qui est constituée d'une pointe, en gros en forme de pyramide. Hein. Cette pointe, elle est prolongée par une partie assez longue mais assez flexible. Hein. Et donc c'est comme une lance. Mais à la différence d'une lance, c'est que quand on la projette, bon, soit elle touche son objectif. Et à ce moment-là, l'objectif est atteint, on va dire, mais on peut aussi manquer. Et si on manquait, l'adversaire pouvait le récupérer et vous le renvoyer sur la tête. Voyez, du coup, les Romains, qui sont ingénieux, ont inventé ce système. Hein. Ce système, c'est avec des rivets, mais il y a deux rivets qui sont un en métallique et l'autre en bois. Ce qui fait que quand vous touchez le sol, si même la cible est manquée, le rivet en bois se casse et le pilum se désarticule. Vous avez vu comme ils étaient malins. Hein, il se désarticule, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous en resservir. Mais si vous touchez un bouclier également, vous transpercez le bouclier, le pilum se désarticule. Donc du coup, vous avez le bouclier, mais vous ne pouvez pas casser le pilum. Vous ne pouvez pas parce que ça fait un système totalement désarticulé. Tout à fait. Conclusion, vous êtes obligé de poser le bouclier, et là vous êtes plus vulnérable. C'est extraordinaire. Voilà, vous êtes vulnérable. Extraordinaire. Bon, et bien on avance. Alors, voici le fameux Scorpio, hein, ou arbalète géante, on va dire, utilisée, arme typiquement romaine. Sur ce site, nous avons retrouvé 101 fers de trait de catapulte. Extraordinaire. Ce qui en fait le plus gros gisement d'ailleurs au monde aujourd'hui, loin devant les autres sites. Bon, il faut dire que là, ici, la bataille s'est concentrée autour des sources, ce qui explique qu'on en a retrouvé autant. Extraordinaire. Ça, c'est l'artillerie avant l'artillerie. Parce que les Romains qui utilisent cette arme, qui a une puissance importante, puisque en gros, un Scorpio, selon les textes anciens, c'est capable de transpercer 2 voire 3 Gaulois à 300 mètres. 300 mètres, les amis. Ça a une portée considérable. Hein. Et il faut savoir que dans chaque légion, on a à peu près 60 Scorpios, hein, qui sont manipulés avec 3 légionnaires. Vous mettez 60 Scorpios qui tirent à peu près 5 à 6 fers de trait à la minute, ça vous fait une capacité sur une légion de tir de 360 fers
faire de trait à la minute. Ça, c'est l'artillerie, alors que les autres déjà ne sont pas encore entrés dans le combat. Ils voient leur... pour les Gaulois, c'était pas simple. Effectivement. C'était pas très simple. Effectivement. Effectivement. Bon, après, je sais pas. Mais donc, on en a retrouvé. Donc, voilà à quoi ça ressemblait. On voit d'ailleurs que beaucoup ont tapé, bien sûr, parce que la pointe sont tordues. Hein. Arme qui a été retrouvée sur le site également, ça c'est assez intéressant, puisque les Gaulois avaient fait une fortification donc avec des rondins de bois qui étaient attachés probablement par des cordes, hein, ou des genres de liens, on va dire. Et au moment de l'assaut final, les Romains ont utilisé ce genre de pointe et de crochets pour à la fois couper les liens de la fortification et repousser les assaillants derrière. On a retrouvé 2 de ces pics, on va dire. Sacré légionnaire. Impressionnant. Ouais. Vraiment impressionnant. Et bien les amis, on continue. Et les amis, nous sommes aujourd'hui avec un réel Gaulois et reconstitué d'origine. Nous sommes avec Petros. Bonjour Petros. Suavelo. Suavelo. Suavelo en Gaulois. C'est le premier dans tout le Tour de France qui m'a dit Suavelo quand il m'a vu. Je vous promets que c'est vrai, c'est juste énorme et je trouve ça génial. Alors Petros, aujourd'hui, nous sommes avec la tenue officielle d'Apparat gauloise. C'est bien ça? On peut même dire d'un chef gaulois. D'un chef gaulois. Et oui, il y a le torque. Je vois un torque là. C'est juste extraordinaire de voir cela. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la tenue? Alors, on commence par le bas, peut-être. Alors les fameuses robes, les chaussures, faites de cuir. Ah, si. On voit ça à l'image. Ensuite, les braies, qui étaient généralement en laine. En laine. Pour avoir chaud, évidemment. Et oui. On a forcément sous la cotte de maille une tunique, qui était en lin. Tout à fait. En lin. Ou en laine. La fameuse cotte de maille inventée par les Gaulois, et non pas par les Romains. Par les Gaulois, les amis, ils n'ont pas parlé romain. Les Romains ont copié avec le temps. Tout à fait. On peut voir également dans la tenue le bouclier. Le fameux bouclier. De forme ovale, on va dire. Qui est constitué d'une spina en bois. C'est du consommable et d'un humbo en fer. Voilà. Vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. Ensuite, j'ai une lance. Voilà. Une lance ou javeline, alors différentes tailles. Différent du pilum différent du pilum romain qu'on a pu voir tout à l'heure. Et j'ai une épée. Voici l'épée gauloise, les amis, qui n'est pas un gladius, ce n'est pas romain. Hein, c'est vraiment la différence entre le gladius. Regardez, on va vous montrer tout de suite. Merci beaucoup. Nous avons le gladius romain qui se trouve là et l'épée gauloise à côté. Regardez, c'est pas du tout pareil. Hein. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment génial de voir ça. Alors l'épée gauloise qui servait à trancher. Oui. Alors que le glaive percé. Voilà. Tranché et là, percé. Vous voyez la différence. La différence. Les Gaulois étaient aussi souvent à cheval. Enfin, même carrément tout le temps à cheval. Hein. Donc, voilà, sachez que les Gaulois étaient vraiment des excellents monteurs de chevaux. Et effectivement, ils étaient très souvent à chevaux et non pas à pied, contrairement aux légions romaines hein, qui pouvaient marcher des heures, voire des jours durant à pied. Les Gaulois, eux, étaient très souvent à cheval, les amis. Il y a aussi évidemment le casque. Le fameux casque gaulois. Casque gaulois. Celui-ci, c'est le casque de l'époque guerre des Gaules. Oui. Et il y a sur la photo que vous pourrez voir dans le reportage le casque type alésien. Le casque type alésien. D'accord. D'accord, mais c'est juste extraordinaire. Les amis, si vous venez à Uxellodonum, vous n'hésiterez pas, évidemment, à venir sur site, en famille, hein, n'hésitez pas, et vous verrez notre ami gaulois Petros, ici présent, qui n'hésitera pas à vous accueillir et qui vous montrera notre belle culture d'origine. A tout de suite les amis, on continue à faire le tour et ce qui arrive est exceptionnel. A tout de suite. Et nous voici aujourd'hui dans les galeries les amis, les galeries creusées par les Gaulois et les Romains. C'est incroyable ce qui s'est passé ici et je vais laisser Roger, ici encore une fois parmi nous l'expliquer. Bien. Alors, comme on l'a vu à l'extérieur, à partir de la tour, les Romains sont partis ont creusé une galerie, ils sont partis dans deux directions,
vers les sources pour essayer de détourner les sources gauloises. Voilà. Et quand on voit ici, déjà, on voit à ce niveau-là l'arrivée d'une des galeries romaines. Là, les Romains vont bien sûr abandonner parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas au bon endroit, mais nous sommes aussi en dessous la fortification gauloise. Et les Gaulois ne sont pas restés les bras croisés naturellement. D'accord. Et comme on peut le voir derrière nous, Nous allons le voir juste après, les amis. Alors effectivement, Roger, ici se trouve une jonction romaine et gauloise souterraine. parce que quand les Romains ont creusé, qu'ils arrivent au-dessous de la fortification gauloise, il est difficile d'imaginer que les Gaulois vont rester les bras croisés en entendant creuser sous leurs pieds. Donc les Gaulois vont aussi comprendre qu'il se passe quelque chose, qu'il faut intervenir, et ils vont, à partir de leur fortification en haut, ils vont creuser une galerie à la rencontre des Romains. C'est cette galerie que nous allons voir. Vous allez voir ça, c'est extraordinaire, les amis. Mon frère Gaulois, les amis, était costaud, il la Gaule. Allez, on continue. Donc effectivement, les amis, une certaine spécificité. Et oui, parce que les Gaulois, en définitive, qui entendent creuser sous leurs pieds, vont commencer une galerie de contre-sape, ils vont aller à la rencontre des Romains. Les Romains vont abandonner cette branche de la galerie, ils vont se concentrer sur la deuxième, et les Gaulois vont essayer de les intercepter, mais malgré tous les efforts qu'ils vont faire, ils ne vont pas réussir, et les Romains vont atteindre l'objectif et en fait détourner les sources. Vous entendez ça? Une bataille souterraine incroyable. On va vous montrer ça. Et voici les galeries, les amis. Alors Roger, qu'est-ce qu'on voit exactement? Alors on voit la galerie romaine qui arrive, qui se prolonge un petit peu en dessous de nous et qui va être abandonnée par les Romains. On voit le plafond de la galerie qui s'est effondré. Comme on n'a pas retrouvé de Romains en dessous, on va dire que ça a dû s'effondrer après. Et là, on voit que les Romains comprennent qu'ils ne sont pas au bon endroit et ils vont décider de changer de niveau. D'où ce puits que nous avons ici. Ils vont se surélever. Et là, on arrive au moment où les Gaulois ne restent pas, c'est les bras croisés. Regardez ça. Et là, où nous sommes, Roger? Alors ici, nous voyons la galerie de contre-sape gauloise qui va en fait bloquer les Romains et faire qu'ils vont abandonner cette branche. Et les Romains ayant abandonné, ils se concentrent sur la deuxième branche. Les amis, deuxième branche. Voilà. Les Romains ayant abandonné la première branche, ils vont se concentrer sur celle qui a réussi à détourner les sources. Les Gaulois vont chercher en creusant cette galerie inachevée, qui fait 9 mètres de long. Ils vont essayer de les intercepter, mais ils vont tomber sur une roche dure qui va les retarder, et les Romains vont atteindre leur objectif, détourner les sources. Manque de peau. Manque de peau, ça s'est joué à 1,50 m, 2 mètres, c'est cela? C'est ça. 1,52 m, les amis, vous imaginez, l'histoire ne tient généralement pas grand chose. Regardez ça. On peut y voir encore les coups, ça a plus de 2000 ans. On peut y voir les coups de pioche d'époque qui ont été construits à la hâte, parce que quand les Gaulois évidemment se sont rendus compte des bruits romains en dessous, eh ben ils ont construit aussi pour venir à la rencontre. Regardez ça, c'est juste énorme. Cet endroit a plus de 2000 ans. C'est extraordinaire. Et les niches pour pouvoir Et là, je suis dans une niche pour pouvoir se croiser, évidemment, quand ils enlevaient les déchets. Vous voyez, c'est une petite niche où on se collait contre le mur pour pouvoir laisser passer les déchets et pour pouvoir se dépêcher. Les Romains avaient donc 2 travailleurs jour et nuit pour monter cette galerie romaine. En définitive, non, on pense que les Romains, on va dire, il y avait 2 personnes qui étaient sur le front de taille, au niveau du creusement, et que d'autres auxiliaires servaient à enlever les déblais. Mais ils étaient relayés, on creusait 24 heures sur 24, et ils étaient relayés à peu près toutes les 2 heures, de façon, parce que c'est très fatigant, donc il fallait bien sûr les relayer. Voilà exactement. D'où la puissance et la rapidité. En 11 jours. On a à peu près, sur 10-11 jours, il s'est creusé à peu près 111 mètres de galerie. 111 mètres, les amis. C'est extraordinaire sur 10 ou 11 jours. On serait incapable aujourd'hui de faire ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Roger. Et ces galeries sont juste exceptionnelles. N'hésitez pas, les amis, encore une fois, à venir ici. Grands amateurs de Gaulois, gallo-romains, d'antiquité, d'histoire, avec des enfants. Je vous assure que c'est très passionnant. C'est très rare de trouver des galeries gallo-romaine, donc d'un côté des Romains qui creusent et des Gaulois pour se rentrer dedans au niveau souterrain. Je vous assure, c'est assez unique aussi de ce côté-là. Et venez ici, je vous promets que vous allez passer un moment exceptionnel et en très bonne compagnie.
Merci. À tout de suite les amis. Et voici les amis, s'achève notre visite. N'hésitez pas à venir sur le site pour un complément d'information. Et Roger? Mais écoutez, à partir du moment où c'est que les Romains ont atteint leur objectif, c'est-à-dire détourner les sources, ils ont pu se livrer à l'assaut final une fois que les Gaulois étaient bien affaiblis. Et à partir de là, l'histoire se termine. Tous les combattants qui ont été présents à Uxellodrome ont eu les mains coupées. Et c'est la fin de ces dernières batailles. La Gaule va devenir romaine. Tout à fait les amis. Nous sommes sur la dernière bataille. Ça s'est joué un peu. Ça s'est joué un peu. N'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. N'hésitez pas à venir sur ce lieu. Je vous attends. J'y retournerai avec grand plaisir. À bientôt les amis. Sois vélo, vive la France et vive la Gaule. À bientôt les amis.